Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024. Voici l'ambiance qui prévaut sous des bâches de vente de fournitures scolaires dans cette zone à Cotonou. Les revendeurs se plaignent. Le marché est tellement calme, les tasses évoluent de jour en jour sur les produits de l'école, tout ça là. Et aussi, les blancs, pour importer les trucs aussi, c'est un peu difficile. Donc c'est un peu ça qui fait la cherté des trucs. Par exemple des sacs, même des polycopes béninois, c'est un peu cher. Les cahiers aussi, ça a pris beaucoup de prix. Cette année, le cahier qui était à 1200 est venu à 1400. Donc on n'y peut rien. Toutefois, il propose des solutions aux parents d'élèves qui traînent encore les pas. C'est vrai que les parents disent qu'il n'y a pas de moyens financiers, mais il vaut mieux sortir un peu tôt pour payer un peu. Comme ça, à la fin des examens, il n'y aura pas des enfants sans fourniture scolaire. Pour rappel, la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour démarrer dès le 18 septembre prochain selon le calendrier scolaire 2023-2024. J'ai sollicité les gens. Ils m'ont aidé pour sortir les choses de la chambre. Lors de 2010, que tout le monde criait n'atteignait pas comme ça. Ceci est venu et ça a triplé. Il y a des gens, c'est d'autres personnes maintenant qui leur donnent où se coucher. Et juste là, ça augmente. Même ce matin, même à l'heure où nous sommes, l'eau est en train d'augmenter. Vraiment, ça nous fait peur. Nous sommes dans une situation critique. Toutes les maisons sont en train de tomber en désordre. Nous commençons déjà à avoir des sans-abri. Avant-hier, nous avons connu ce qu'on ne souhaite pas, mais qui est quand même arrivé. 2 enfants banalement qui sont morts par noyade. Ça s'est passé à Ngaradebou. C'est un peu avant le village. Il y a de soja, il y a l'igname aussi que nous sommes en train de voir qu'on ne peut même plus trouver la semence l'année prochaine. C'est des prêts que nous faisons. Il y a des acajou même qui vont jusqu'à 10 hectares qui sont déjà envahis. Le riz aujourd'hui, présentement, moi que vous parle, tu as plus de 2 hectares. Plus que ceux qui sont avec moi, ça veut dire que c'est des hectares qui sont partis. Nous sommes en train de demander, de plaider à ce que le gouvernement vienne à notre secours. Nous demandons au gouvernement de Patrice Talon de nous aider, de venir à notre secours comme les années passées. Quand vous allez à Oubero, Sinaou, Kwesou, Kakikoka, c'est pareil. Donc vraiment la situation est très critique chez nous. Sauvez-nous! C'est pour mettre la lumière sur les sports nautiques qui sont peu connus dans notre pays que nous avons créé cette activité avec l'appui de la fédération. La deuxième raison, c'est que pendant les vacances, il faut que nous donnons d'activités saines à la jeunesse. Et la troisième raison, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement est en train d'investir massivement dans notre commune à travers le projet Réinventer Gambier, qui promet beaucoup de choses pour notre population. À la suite des investissements massifs que réalise le gouvernement du président Patrice Talon pour rehausser la qualité de vie
et la dignité humaine à Gambier et dans la commune en général, le secteur privé doit prendre place pour installer des hôtels, des événements nautiques pouvant drainer les touristes et autres passionnés. En cet instant, je ressens une profonde gratitude envers cette communauté dynamique et inspirante qui a su unir ses forces pour créer un événement si exceptionnel. Nous, imams, alpha et non-musulmans, membres de la Fondation Malihoussou, protestons énergiquement contre un citoyen togolais qui a tenu des propos injurieux et diffamatoires envers notre chef d'État. Ce propos n'étant pas de nature à favoriser la paix et à consolider les bonnes relations diplomatiques entre États frères, nous demandons au président de la HAC de se rapprocher de son homologue du Togo afin que, conformément au texte en vigueur, des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre de cette chaîne de télévision qui a fait preuve de légèreté dans le traitement et la diffusion d'une telle information. Aussi, nous demandons à nos autorités judiciaires d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de l'auteur des dits propos belliqueux avec obligation de présentation d'excuses publiques au chef de l'État et à tout le peuple béninois. Les populations qui nous écoutent comprennent bien que le danger que nous soulignons, les militaires eux-mêmes en sont conscients et le soulignent. Qu'est-ce que les militaires maliens ont mis dans la nouvelle constitution qu'ils viennent de faire adopter par le peuple? Article 187 de cette nouvelle constitution. Tout coup d'État ou push est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Allez-y comprendre quelque chose. Ce sont des militaires qui ont écrit ça, ce n'est pas des civils. Et ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par les armes. Et qui disent, bon, ce que nous on a fait, c'est amnistier. On ne doit plus en parler, on ne nous juge pas, on n'ouvre plus ce dossier, mais dorénavant, si un militaire ou un politicien s'entend avec des gens pour prendre des armes, pour faire un coup d'État, c'est un crime imprescriptible. Ce sont des militaires, encore une fois, ce n'est pas des civils. Ça veut tout dire. Et rappelez-vous, il ne s'agira pas, le cas échéant, d'une guerre de la CEDEAO ou des pays de la CEDEAO contre le peuple nigérien. Il s'agirait alors d'une action ponctuelle destinée à remettre en place le président Bazoum, à restaurer l'ordre constitutionnel et, ce faisant, à restaurer la souveraineté et la sécurité du Niger. Donc pour ça, faisons confiance aux instances si on devait en arriver là. La France ne nous empêche pas de nous développer. La France n'empêche pas le panafricanisme de prospérer. Personne n'a dit au président Talon, quand il a pris le pouvoir, de prendre la décision qu'il a prise d'exonérer ou d'exempter de visa d'entrée au Bénin tous les citoyens africains. Donnez-moi un meilleur exemple. Au panafricanisme, je l'ai dit, chiche, le Bénin c'est chez vous. Le président Talon vous dit, vous n'avez pas besoin de visa pour arriver ici. Et ça, c'est depuis le début de son premier mandat. Oui. Quel autre acte éloquent de patriotisme vous voulez avoir d'un dirigeant africain? Le même président Talon est devenu la voix de l'Afrique sur certaines questions essentielles. La dette, le financement du développement africain. Quand vous le voyez prendre la parole à l'intérieur de ces sujets, ça n'est pas que le Béninois qui parle. Et le président Talon, il n'a pas d'une double nationalité, je vous le souffle. Vous le saviez, mais je vous le souffle. Il n'est que Béninois. Et il parle pour l'Afrique. C'est une voix pour l'Afrique. C'est ça, le panafricanisme agissant. Ce n'est pas celui qui exploite la misère des peuples. Ce n'est pas celui qui entretient la confusion au sein des masses pour leur faire croire que tel serait entièrement responsable de leurs maux et de leurs manques
et que tel autre serait la solution à ces maux et à ces manques, qu'il faut quitter tel pour aller à tel. Ça n'est pas cela le panafricanisme. Le panafricanisme d'aujourd'hui doit aller avec nos soucis de développement et accompagner, encourager ce qui se fait bien. Donc là-dessus, vous pouvez être rassuré qu'avant l'heure, le président Talon était déjà engagé sur la voie du panafricanisme. Un convoi de ravitaillement est arrivé lundi à Niamey, la capitale du Niger, sous le coup de sanctions imposées par plusieurs voisins ouest-africains après le coup d'État du 26 juillet. Selon le directeur régional des douanes, environ 300 camions chargés principalement de nourriture sont entrés dans le pays en provenance du Burkina Faso. Nous avons eu un long moment où nous n'avons pas de camions qui viennent par le corridor du Burkina, mais avec l'opération de sécurisation du corridor qui a été effectuée conjointement par les armées du Burkina et du Niger, nous avons eu ce premier flux et nous espérons d'autres dans les jours à venir. La route entre le Burkina Faso et le Niger est bordée de groupes djihadistes, ce qui a nécessité des escortes militaires de la part des deux armées. Pour Bachir Djouri, un des chauffeurs du convoi, le voyage n'a pas été de tout repos. J'ai trouvé le voyage très difficile. Par la grâce de Dieu, la police et les soldats nous ont aidés à arriver jusqu'ici. Sinon, le voyage était très compliqué. Pourquoi était-il compliqué ? Eh bien, parce qu'il y avait ce qu'on appelle Boko Haram sur les routes. On ne peut pas prendre ces routes tout seul. Il faut être escorté. Et heureusement que les soldats étaient là. Nous sommes arrivés tranquillement. Le Bénin et le Nigeria ont fermé leurs frontières respectives avec le Niger dans la foulée du coup d'État. Une situation qui, selon le Programme alimentaire mondial, impacte grandement l'approvisionnement du Niger en produits de première nécessité. C'est Ondo Ossa qui sera le porte-étendard de l'opposition gabonaise lors de la présidentielle du 26 août. Il a appelé dimanche au boycott des législatives prévues le jour même de la présidentielle. Le candidat de l'opposition a présenté sa vision lors d'un rassemblement à Libreville. D'abord, pour rendre justice. Je suis là pour vider l'injustice. Je suis là pour vous tous. Je suis là pour les affamés. Je suis là pour les mal logés. Je suis là pour les non logés. Je suis là pour les veuves. Je suis là pour les orphelins. Je suis là pour les maltraités. Samedi, il affrontera dans les urnes Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 2009. Après 14 ans de règne, des Gabonais expriment leur soif de changement. En 2009, quand le président Ali Bongo arrive au pouvoir, il nous donne un espoir. On va changer le pays et tout. Mais on constate que depuis plus de 2 mandats qu'il a fait, donc les 14 ans qu'il a fait au pouvoir, rien n'a changé. Donc nous sommes pour l'alternance et le changement pour maintenant. Moi, je suis pour le changement et c'est la raison pour laquelle le 26, je vais aller voter pour M. Ondossa pour qu'il y ait un changement, pour qu'on puisse mettre fin à ce système corrompu. Ali Bongo avait succédé à son père Omar Bongo Ondimba en 2009. Lancé en janvier, Alternance 2023 veut mettre fin au long règne des Bongo au Gabon. À bord de cet appareil militaire qui s'immobilise sur le tarmac d'une base aérienne de Dakar, des hommes et des femmes, au moins 40, rapatriés du Cap-Vert. Ils ont survécu à une traversée vers l'Europe qui a coûté la vie à une 60aine de migrants. Leur embarcation a été repérée le 14 août au large du Cap-Vert. Le 15 août, nous avons été informés par notre ambassadeur à Praia que des migrants dans une embarcation avaient été découverts par un bateau espagnol et que ces migrants étaient d'origine sénégalaise. Outre les rescapés, des corps sans vie avaient aussi été retrouvés dans l'embarcation partie des Fastboy au nord de Dakar en juillet. Il y a les familles. Comme vous le savez,
Au moment des secours, 7 dépouilles avaient été constatées. Après avoir fait un certain nombre de constats sur place et après avoir de concert avec les familles, il a été décidé que ces dépouilles soient inhumées sur place. Je voudrais présenter mes condoléances encore une fois aux familles éplorées. Les 7 dépouilles seront inhumées au Cap-Vert, décision prise en concertation avec les familles. Bien que de nombreux Zimbabwéens estiment qu'un changement de gouvernement est nécessaire et souhaitable, ils ne le voient pas venir dans le cadre de ces élections nationales. À la veille du scrutin présidentiel du 23 août, des études indépendantes révèlent un climat préélectoral méfiant. Ce que j'ai retenu des 2 candidats, c'est qu'ils parlent également du redressement économique du Zimbabwe. Mais Chamisa parle de justice sociale et de gouvernance démocratique. Le parti au pouvoir, quant à lui, parle de lutte contre la corruption, d'investissement et d'infrastructures, mais aussi de relance économique, comme je l'ai dit, en termes de création d'emplois. On peut donc considérer que ces élections sont l'occasion de reconquérir la gloire économique du Zimbabwe, mais en même temps, il faut s'attaquer aux problèmes sociaux. Selon le Fonds monétaire international, le taux de chômage élevé a contraint plus de 2/3 de la population zimbabwéenne en âge de travailler à survivre par le biais d'un travail informel. Les élections en Afrique et les mouvements de libération ont un monopole. Ils savent comment manipuler les processus électoraux et pas seulement, manipuler probablement leur stratégie de campagne, leur manifestent par là leurs électeurs et c'est ce qui les ramène au pouvoir. Mais nous disons toujours qu'il faut attendre le décompte final des voix et la déclaration finale de la commission électorale zimbabwéenne pour savoir qui a gagné les élections. Dans une enquête réalisée par Afrobaromètre, près de la moitié des Zimbabwéens interrogés craignent que les résultats annoncés ne reflètent pas les résultats comptés. Le président brésilien est arrivé lundi à Johannesburg. Lula da Silva participe au 15e sommet des BRICS qui se tient du 22 au 24 août en Afrique du Sud. Outre le Brésilien, le Chinois Xi Jinping a aussi foulé le sol sud-africain lundi, alors que le Premier ministre indien est attendu à Johannesburg mardi en matinée. Visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour des crimes de guerre présumés en Ukraine, Vladimir Poutine a décidé de participer à la rencontre en visioconférence. Au total, 69 pays ont été invités au sommet dans tous les États africains. Les BRICS et l'Afrique, c'est sur ce thème que se déroule la rencontre, avec en toile de fond l'éventuelle expansion future de l'adhésion à l'entité. Plusieurs pays africains ont déjà exprimé leur désir de rejoindre le bloc. Le groupe se considère comme un contrepoids à la domination économique occidentale. Il représente 23% du produit intérieur brut mondial et 42% de la population de la planète. Dans cette salle d'attente de l'aéroport de Tripoli, ils sont une centaine de Nigérians à attendre leur vol pour rentrer chez eux. Ces hommes et ces femmes font partie du programme de retour volontaire organisé par les autorités libyennes et l'ONU. Depuis que je suis arrivé en Libye, je travaille. Je travaille dans une entreprise de générateurs d'essieux parce qu'au Nigeria, j'ai étudié l'ingénierie mécanique. Aujourd'hui, je dois rentrer dans mon pays parce que la situation ici en Libye devient insupportable pour moi. C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui. La majorité d'entre eux a été interpellée à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Les deux pays ont récemment conclu un accord pour se répartir l'accueil des migrants bloqués à leurs frontières. Cet accord a été conclu avec le ministre tunisien de l'Intérieur pour résoudre ce problème. La Libye et la Tunisie sont deux pays frères et le problème est le même. Nous sommes des pays de transit, pas des pays de destination. Des gens viennent d'Afrique et cherchent une vie meilleure en Europe.
Ils fuient bien sûr l'horreur des guerres et les conditions de vie difficiles sur le continent africain. Le mois dernier, une centaine de Nigérians avaient déjà été rapatriés dans le cadre du programme des retours volontaires. Les autorités nigérianes assurent que ces migrants n'ont pas été contraints de rentrer chez eux. À l'ambassade, nous leur parlons. Nous disons aux Nigérians ici que la migration n'est pas mauvaise, qu'elle est autorisée au niveau international, mais qu'il faut suivre une procédure officielle. On ne part pas dans le pays d'un autre sans respecter les procédures. Si vous faites cela, vous devenez un migrant illégal dans leur pays. Plongée dans le chaos depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye, devenue une plaque tournante de l'immigration, compte plus de 600 000 migrants sur son sol. Yevgeny Prigojine serait-il en Afrique? C'est sans nul doute l'information que le patron du groupe paramilitaire russe Wagner veut véhiculer après la publication d'une vidéo. Le sexagénaire recruterait des mercenaires sur le continent selon les réseaux sociaux russes dédiés à sa cause. Nous travaillons. La température est de 50 degrés Celsius au-dessus de zéro. Tout se passe comme nous l'entendons. Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche, rendant la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Justice et bonheur pour les Africains. Nous faisons de la vie un calvaire pour Al-Qaïda, l'EI et d'autres bandits. Selon des analystes, la vidéo a été tournée au Sahel au regard de son décor. Yevgeny Prigojine, 62 ans, a déjà envoyé des centaines de ses hommes au Mali, en Libye, en République centrafricaine et au Soudan. Il aurait aussi proposé son aide à la junte au pouvoir au Niger. Des centaines de jeunes Maasai âgés de 18 à 26 ans participent à la cérémonie Eunoto dans l'ouest du Kenya, un rite de passage essentiel puisqu'il marque leur transition vers l'âge adulte. Beaucoup d'entre eux sont des étudiants qui jonglent entre la vie moderne et les traditions de leurs ancêtres. Cette cérémonie, c'est bien plus qu'un simple rite, c'est leur opportunité de renouer avec leur culture. En tant que Maasai, c'est très important pour nous car c'est ce qui nous rassemble. Sans cette grande cérémonie, il serait difficile pour nous d'être réunis au même endroit. C'est l'un des plus grands événements de notre vie en tant que Maasai. Durant 5 jours, la cérémonie est rythmée par des danses traditionnelles et divers autres rituels. Au terme des festivités, les jeunes guerriers abandonnent leur épée pour le fimbu, le bâton de marche des aînés. Outre l'éducation culturelle, l'éducation traditionnelle est également importante. Car une fois que vous allez à l'encontre de cette éducation, vous devenez vulnérable et c'est un mauvais présage. Scolarisés pour certains, les futurs initiés ne passent plus 2 ans dans un village isolé, mais s'y retrouvent durant les vacances scolaires pour apprendre l'histoire et les traditions Maasai, ainsi que la vie en société. Durant cette période de formation, nous leur apprenons à être de futurs citoyens responsables ou de futurs membres de la société. Ils doivent aussi aimer notre culture, ils doivent la conserver et s'habiller comme nous. Depuis des siècles, les hommes Maasai passent 3 rites de passage, tous classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour beaucoup, pratiquer ces rites, c'est garantir la survie culturelle de la plus célèbre des 45 tribus kenyates. D'autres communautés commercialisent notre culture, alors que les véritables gardiens de nos traditions, ceux qui savent comment la pratiquer, ne sont même pas reconnus. Avec les années, les traditions ont dû s'adapter à la vie moderne. L'excision, par exemple, qui est interdite au Kenya depuis 2011, n'est officiellement plus pratiquée.